et bienvenue dans J'ai 50 ans et alors, un podcast qui accompagne nos transitions. Je suis Sandrine Corbiot, j'adore faciliter les liens, les prises de conscience et le changement. Dans ce podcast, je vous partage des inspirations, des réflexions, des rencontres qui enrichissent mon quotidien. Pas de recettes toutes faites, juste des moments authentiques pour vous inspirer. Un rendez-vous qui fait du bien, une parenthèse qu'on s'octroie dans son quotidien pour marcher vers soi à son rythme. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, un épisode inédit, puisque je vous transmets le replay d'une très belle conférence que j'ai organisée en compagnie de Jean-Michel Longniot, qui est un excellent orateur, qui est docteur en philosophie. Il est également chargé de cours à l'UNamur, auteur, éthicien aussi. Et donc cette conférence était sur le thème « Oser être libre ». Il y avait énormément de monde, c'est en effet un sujet assez universel. Et Jean-Michel Longniot, tout au long de sa conférence, nous balade dans toute une série de réflexions et de courants philosophiques autour de cette question de oser être libre. Donc pour que cette conférence soit accessible et que vous puissiez la suivre à votre rythme, je l'ai divisée en 3 parties. Donc les 3 prochains épisodes du podcast seront dédiés à cette conférence. Il y aura la partie 1, la partie 2 et la partie 3. J'espère que cette conférence vous aidera à cheminer au travers de cette question de oser être libre. On croit en effet souvent être libre, mais en réalité, nos choix et nos actions sont influencés par le regard des autres, les attentes de la société ou nos habitudes. Cette conférence interroge justement cette idée. Est-il possible de se libérer de ces influences et d'exister vraiment par nous-mêmes? Et si on y arrivait, que resterait-il de nous? Un être humain enfin libre ou un grand vide angoissant? C'est à ces questions que Jean-Michel Longniot nous invite à réfléchir. Je vous souhaite une très belle écoute et si vous souhaitez suivre d'autres conférences, il y en a sur mon site. Vous pouvez vous abonner et avoir accès à toute une série d'autres conférences que j'ai organisées avec des orateurs de grande qualité qui nous aident à cheminer autour des réflexions liées à nos questionnements, nos cheminements. Voilà, je vous souhaite une très belle écoute. Alors, quelle est la distinction qu'il pose? Eh bien, pour comprendre comment on est capable de suivre des gens qui disent n'importe quoi, eh bien, il faut décrire ce que c'est qu'un mangeur de vent. Et c'est ce que Cyrulnik essaye de faire. Donc, vous voyez les enjeux. Hein. Donc, on est esclave. Il y a des moments dans notre vie où nous sommes esclaves. Mais ce qui est terrible, c'est que ce n'est pas simplement une nature, une posture qu'on a, qui est peut-être provisoire, on peut peut-être en sortir ou je ne sais pas quoi. Mais vous comprenez bien qu'il y a un enjeu terrible là derrière. C'est que quand on est esclave, comme le principe qui nous motive est à l'extérieur de nous, on est capable de faire tout et n'importe quoi. Et donc, il y a un enjeu concernant l'humanité, évidemment. Hein. Pour pouvoir résister, il faut être libre. Mais le problème, c'est que pour être libre, il faut payer le prix. Alors, d'où le titre de cette soirée, « Oser ». Le problème, ce n'est pas tellement la liberté, c'est pourquoi est-ce qu'on dit qu'il faut oser. Ben, vous allez commencer à comprendre maintenant. Donc maintenant, on va le dire avec des mots d'aujourd'hui. Alors, le mangeur de vent, qu'est-ce qu'il a comme profil qui explique qu'il est prêt à croire n'importe quoi, ce type-là? Eh bien, son profil, c'est le suivant. C'est quelqu'un qui, donc, a le statut d'esclave, il se comprend à l'extérieur. Alors, pourquoi est-ce qu'il a besoin d'aller chercher au dehors des gens qui vont lui dire ce qui est vrai, ce qui est faux, etc., etc. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ont ce profil, donc, de devoir être motivés par des causes extérieures? Eh bien, tout simplement parce que ce sont des gens, quand on leur demande « et en vous, qu'est-ce qu'il y a ?» Arrêtez d'écouter les gens. Regardez en vous, vous n'êtes pas un vide, vous n'êtes pas une forteresse vide, vous êtes quelqu'un. Eh bien, quand on leur demande de regarder en eux, c'est vrai que ce sont des gens qui font le constat. D'abord, on voit qu'ils cherchent, et puis ils font le constat, quand ils sont un peu honnêtes, en moi, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Oui, j'ai des souvenirs, tout ce que vous voulez, hein,
Mais qu'est-ce qui me motive? C'est le désert. Alors quand on est vide, quand on a grandi en ne se construisant pas à l'intérieur, quand donc on est vide, eh bien ça va se traduire, ce vide, par quoi? Ça va se traduire par la peur. Le vide en soi, ça fait peur. Et quand on est dans la peur, eh bien il y a une mécanique qui se met en place. Et cette mécanique, donc comprenez bien ce qu'on veut dire, les mots sont choisis. Une mécanique, ça veut dire que vous pouvez faire ce que vous voulez. Une fois que la peur est là, elle vous entraîne malgré vous. Et vous êtes absorbé. Alors c'est quoi cette mécanique de la peur? Cyrulnik le dit avec ses mots, je vais vous le dire avec les miens. Mais pour autant que j'ai bien lu Cyrulnik, c'est tout à fait en accord avec ce qu'il raconte. Alors, quand vous avez quelqu'un qui a peur, parce que, par exemple, donc c'est le vide en moi, mais c'est angoissant, il n'y a rien. C'est quoi ma vie? C'est du néant. Panique, angoisse, peur. Eh bien, quand vous êtes dans la peur, voilà que psychiquement, ce qui va se mettre en place, et ça se fait tout seul, c'est tout simplement que la peur va se mettre en tension en vous avec l'espoir. La peur appelle automatiquement l'espoir. Et vous avez donc des individus qui sont donc psychiquement tendus entre la peur et l'espoir. Alors pourquoi est-ce que la peur appelle l'espoir? Comme quoi, donc vous voyez déjà, vous pouvez commencer à réfléchir, hein. Quand on dit ça, donc ça veut dire que l'espoir, contrairement à ce que dit notre époque, c'est un poison. Alors on va dire, ben non, c'est pas possible, s'il n'y a pas d'espoir, enfin vous détruisez les gens. Quand vous avez l'espoir, vous avez la peur. Plus vous maintenez l'espoir, plus vous entretenez la peur. Alors pourquoi? Regardez, je vais vous dire un truc. J'espère cette année que mon fils va réussir ses études. Bon, quand je vous dis un truc comme ça, est-ce que vous n'entendez pas? Donc M. Longnon, manifestement, a peur qu'il rate. Je dois passer un examen médical. J'espère qu'ils ne vont rien voir. Est-ce que ça ne signifie pas que j'ai peur qu'on voit quelque chose? Et ainsi de suite. Quand vous avez l'espoir, c'est difficile de trouver des exceptions. Peut-être qu'il y en a. Moi, je ne pense pas à tout, évidemment, je ne connais pas tout. Mais bien souvent, quand vous avez l'espoir, ce qui est le poison, parce que l'espoir, évidemment, que ça fait vivre si on veut, mais vous entraînez dans ce qui vous fait vivre ce qui peut vous détruire. La peur qui l'alimente. Donc, première chose, c'est que quand on a la peur, naît en nous l'espoir d'échapper à cette peur. Et voilà pourquoi nous sommes mis en tension. Et une fois que vous êtes dans cette tension, qu'on en ait conscience ou qu'on n'en ait pas conscience, peu importe. Par exemple, vous avez des gens qui sont champions avec ça et qui vous disent « moi, j'ai jamais peur ». Mais ils sont au moins honnêtes en disant « je ne la ressens pas », ça c'est vrai. Donc ils ne vous mentent pas vraiment, mais il suffit de les mettre dans certaines circonstances et vous voyez l'affaire. Hein. Enfin bon, soit peu importe. Donc peur, espoir, qu'on en ait conscience ou pas conscience, ça ne change pas grand-chose. Une fois que vous avez ça, alors regardez, donc le mécanisme se met en place. Enfin, il se prolonge, parce que là, vous êtes déjà dans la mécanique. C'est plus fort que nous. Le rapport que vous allez avoir au vrai et au faux va être entièrement déterminé par cette peur et cet espoir. De telle sorte que ce que vous tenez pour vrai ou pour faux, ce n'est plus votre question, ce n'est plus ce qui doit être vrai ou faux, mais c'est quoi? C'est ce qui a la vertu de vous rassurer. Et ça change tout. Vous ne vivez plus dans le même monde. Vous vivez dans le monde de la peur et de l'espoir. Donc, qu'est-ce que vous tenez pour vrai? Alors, c'est deux choses qu'on tient pour vrai une fois qu'on est animé par la peur et par l'espoir. La première chose que je vais tenir pour vrai, c'est d'abord tous les discours qui me confortent dans le fait que j'ai bien raison d'avoir peur. Ça, c'est vrai. Si jamais je tombe sur un couillon un couillon, donc en Wallonie, on dit couillon, donc quelqu'un, quoi, si vous voulez. Donc, si je tombe sur quelqu'un qui me dit « mais c'est idiot d'avoir peur de ça, arrête un peu ». Non. J'ai peur, je sais de quoi j'ai peur, c'est vraiment horrible la chose qui me fait peur. Et alors vous allez voir, ça a des conséquences, c'est que le type qui me dit que j'ai tort d'avoir peur, je ne l'aime pas. Mais ça va suivre. Bon, on n'en est pas là pour le moment, on est dans le vrai et dans le faux. Donc d'abord ce qui est vrai, ce qui passe pour être vrai, c'est ce que l'on me dit qui conforte le fait que j'ai bien raison d'avoir peur.
Et puis il y a autre chose que je vais tenir pour vrai, quand bien même pourtant ce serait faux. Mais peu importe, c'est tout simplement tout ce qui me permet du coup de pouvoir espérer. Ah, les gens qui me disent « Eh bien, j'ai une solution pour toi ». Ça, ce sont des gens bien et je crois ce qu'ils me disent. Pourquoi je le crois ? Ma question, ce n'est pas tellement de savoir si c'est vrai ce qu'ils me racontent. En fait, elle est, comme dirait Spinoza, elle est enveloppée dans un autre problème qui est pour moi prioritaire. C'est que ce qu'ils me disent, quand ils me disent ce qu'ils me disent, c'est que ça me permet d'espérer que je vais pouvoir échapper à ma peur. Et donc, vous biaisez complètement le rapport à ce qui est vrai ou ce qui est faux. Pour que vous compreniez ce qu'on veut dire ici. On peut le dire en un mot très rapide. C'est tout simplement que, ça vous pouvez l'imaginer, ce qui est vrai, à supposer que nous soyons capables de penser ce qui est vraiment vrai. Ce qui est vrai, il me semble que c'est pensable en tout cas, quand bien même nous ne serions pas capables de connaître la vérité. Mais ce qui doit être vrai n'a que faire de nous rassurer ou de nous faire peur. Je vais vous donner un exemple. Et on a commencé par ça d'ailleurs tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'en philosophie on fait ce genre de choses. Vous allez tous mourir. Voilà une vérité. C'est une vérité qui fait peur. Mais quand bien même elle fait peur, c'est quand même une vérité. Et donc ça n'a rien à voir, vous voyez bien, la vérité n'a rien à voir avec le fait que ça doit être rassurant. Même si ça fait peur, une vérité reste une vérité. Mais quand vous êtes animé par la peur et par l'espoir, qu'est-ce qu'on fait ? Ce que la majorité d'entre nous, on passe son temps à faire, on essaye de ne plus penser à ça. Et on passe son temps dans ce que les sociologues nous apprennent, c'est-à-dire le déni de la mort. La mort. Alors, comment est-ce qu'on fait du déni de la mort aujourd'hui ? Donc, puisqu'on est tous champions pour ça, eh bien, tout simplement, on s'imagine et on s'invente un récit qui devient le récit de la vérité, qui a comme vertu simplement de nous rassurer, quand bien même il est complètement faux. On s'imagine que la mort, c'est quoi ? Eh bien, la mort, c'est tout simplement pour les vieux. Et ça, c'est génial. Pourquoi ? Parce que les vieux, c'est quoi ? C'est ceux qui sont plus vieux que nous. Vous avez 95 ans, mais les vieux, c'est ceux d'au-dessus. Et tant qu'il y a Jeanne Calment, ah merde, elle est morte. On va trouver quelqu'un d'autre. Mais les vieux, c'est les autres, quoi. Ceux qui sont au-dessus. Et tant qu'il y a quelqu'un au-dessus, eh bien, donc les vieux, c'est pas moi, et donc la question ne me concerne pas, évidemment. Alors qu'Heidegger a eu raison à la suite de Montaigne et de plein d'autres, il a eu raison de dire la mort, c'est pas un problème de vieux, la mort, c'est un problème de vivant. Alors là, c'est moins rigolo parce que zut, je suis vivant. Donc je suis concerné par la mort. Mais comme c'est pas rassurant, voilà, on passe son temps à essayer d'oublier. Vous voyez comme on est vite dans cette affaire-là, et vous pouvez comme ça retrouver très facilement, mais c'est quoi les peurs qui m'habitent, quand bien même j'en ai pas conscience ? Eh bien, je m'amuse à m'inventer donc des théories qui me permettent de convaincre qu'il n'y a plus de raison d'avoir peur, et je ne ressens plus ma peur, et c'est incroyable, ça marche, jusqu'au jour où la vie nous rattrape. Mais en attendant, tant que ça marche, on est content, on a soi-disant échappé à la peur qui pouvait évidemment nous concerner. Donc je reviens à mon affaire. Donc mécanique, vous êtes dans la peur appelle l'espoir. Une fois que vous êtes dans cette tension, comment je vois le monde ? Eh bien, je vois le monde à travers la peur et l'espoir. La question, c'est pas ce qu'est le monde véritablement, c'est pas la vérité toute nue qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des récits qui me permettent de me rassurer. Qu'est-ce que je vais tenir pour faux, du coup ? C'est pas compliqué. Une fois que vous avez compris ça, la suite, ça va tout seul. Ce que je vais tenir pour faux, ce sont tous les discours qui, quand bien même ils seraient vrais, ont le défaut de me faire peur. Et donc ça, je ne veux pas entendre, c'est pas possible, il doit se tromper. Je vais vous donner un exemple. Je travaille, donc on vous l'a dit, je travaille dans le monde de la santé. Donc, manière très simple de jouer avec tout ceci. Je travaille notamment avec, dans des associations qui s'occupent de personnes qui ont la sclérose en plaques. Ici en Belgique et en France. Et dans des choses qu'on me raconte, vous avez donc un patient, il reçoit son diagnostic sclérose en plaques. Comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on réagit avec un truc pareil ? Parce que tout d'un coup, c'est la fin du monde, c'est une vie qui s'effondre, on sait bien qu'on va devoir vivre avec la maladie, etc., etc. Bref. Eh bien, une façon tout simplement d'échapper à ça, on va s'inventer un récit, et ce récit va consister à dire, donc vous voyez bien, vous avez le diagnostic, il est vrai. Mais ce que vous allez faire, ce que font certains patients, donc ce n'est pas tous, c'est certains patients, c'est je vais me convaincre qu'il est faux.
Et je vais tellement me convaincre qu'il est faux que concrètement, ce que je vais faire, c'est dire, c'est pas possible, il doit y avoir une erreur, je vais aller voir un autre médecin. Vous voyez, la manière que l'on a de réduire au statut de faux, ce qui pourtant sera vrai, parce que le deuxième médecin va confirmer le premier diagnostic, évidemment. Mais j'ai eu besoin, et je vais essayer de jouer ce jeu-là le plus longtemps possible, j'ai besoin de croire que même ce qui est vrai, si ça me fait peur, il doit y avoir une erreur quelque part. Et ça, ce n'est pas volontaire, c'est de la mécanique. C'est tellement prévisible. Ici, je vous raconte un truc, bon voilà, c'est un peu gros, mais nous sommes tellement champions tous à faire des trucs pareils. On ne veut pas entendre ce qui nous dérange. Et donc, on le fuit. Donc, le vrai, le faux. Maintenant, il n'y a pas que le vrai et le faux qu'on redessine à la mesure de la peur et de l'espoir. Ce qui est redoutable aussi, cette mécanique, et vous voyez que c'est tout le monde, donc c'est tout le monde, c'est-à-dire c'est tout mon rapport à la réalité qui est complètement déformé, ce qui va être aussi impacté par, et de la même manière d'ailleurs, ce qui va être impacté par l'espoir et la crainte, la peur, c'est tout simplement mon rapport au bien et au mal. Et je vous l'ai déjà dit, qu'est-ce qui est bien ? C'est la même chose, ce qui est bien, c'est ce qui me rassure. Et par exemple, les gens qui me tiennent un discours, qui a la vertu de me rassurer, la question, ce n'est pas de savoir s'ils disent la vérité. La question, c'est est-ce que ça me rassure ? Si ça me rassure, ça, ce sont des gens bien. Par contre, les autres, qui viennent avec des discours qui, au contraire, me font peur, ça, c'est des cons, hein. Excusez-moi, mais ce sont des gens qui sont vraiment horribles. Je vais vous donner un exemple tout de suite, vous allez comprendre. Donc ce sont des gens qui sont horribles, il faut les faire taire, c'est pas possible, il faut faire de la censure, on ne peut pas permettre à ces gens-là de parler, enfin, etc., etc. Et on en arrive à des débats qu'on a aujourd'hui au niveau social, où on s'interroge, au nom de la peur, est-ce qu'il ne faudrait pas faire taire certains sur les réseaux sociaux ? Parce qu'effectivement, ils font peur. Et quand vous êtes dicté par la peur, évidemment qu'il faut les faire taire. C'est tout à fait dans l'ordre des choses. Alors, je vous donne un exemple. Parce que quand on dit ça, c'est de la théorie. Lisez Cyrulnik qui vous raconte des histoires. Moi, je vais vous en raconter une que nous avons tous vécue. Et donc, quand vous avez ça en tête, ça, je trouve que c'est génial, ce genre de truc. Vous le retrouvez, par exemple, ce que je viens de vous raconter, vous le retrouvez chez Spinoza. Comme quoi, ce n'est pas moi qui ai inventé, ce n'est pas Cyrulnik qui a inventé ça non plus. Ce que je vous raconte, c'est des évidences en philosophie. Quand vous avez ça en tête, ce qui est génial, c'est que tout d'un coup, quand vous voyez ce qui se passe dans le monde, vous êtes au spectacle. Et c'est terrible, en même temps, c'est cruel, ou c'est cynique, si vous voulez. Mais vous voyez les gens se démener, alors que soi-même, on fait pareil, mais là, tout d'un coup, vous devenez spectateur et vous vous dites « mais c'est la comédie humaine à laquelle j'assiste ». Et on n'a pas prise là-dessus, c'est ça qui est terrible, par contre. Alors, l'exemple que nous avons tous vécu, évidemment, donc on l'évoquait tantôt, c'est la crise Covid. Deux camps, quand on résume. Ceux qui sont pour les vaccins, ceux qui sont contre. Alors donc je résume parce qu'en fait il y a des nuances et tout ça, mais enfin bon, ici il faut aller vite. Voilà. Alors je ne vais pas vous refaire le débat là-dessus, c'est derrière nous et qu'on n'en parle plus par pitié. Mais regardez, si vous voulez comprendre pourquoi est-ce que lors de fêtes de Noël, il y a eu des morts. Enfin des morts, je veux dire, il y a eu des disputes. Mais sérieusement, donc je ne sais pas, peut-être que vous connaissez aussi des gens comme ça, mais il y a eu des réunions de famille ou dans des lieux professionnels, mais ça a été terrible ce qui s'est passé. Moi, c'est à pleurer ce à quoi on a assisté. Eh bien, quand vous essayez de comprendre, donc vous prenez du recul et vous ne refaites pas le débat, vous regardez simplement ce que les gens ont fait. Du côté des gens qui, donc, pour faire simple, étaient pour le vaccin, est-ce qu'il y avait une peur à l'œuvre ? Ben oui. Évidemment, chez la plupart, donc de nouveau je généralise ici, la peur, c'est évident, c'est la peur du virus. La peur de mourir. J'ai vu les cercueils en Italie. Si j'ai de la famille qui travaille dans les hôpitaux, j'ai entendu ce qu'on m'a raconté dans les hôpitaux. C'était vraiment pas joli à voir. Enfin bref, non, il y a des raisons d'avoir peur. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Il y a de quoi avoir peur. Espoir. On ne peut pas rester dans la peur, c'est pas possible. Alors espoir, oui, il faut absolument une solution. Il faut qu'on en sorte. Et voilà qu'il y a des gens qui nous disent, nous avons la solution. La solution indiscutable, le vaccin. Et on nous sort des études. Et voilà que vous rentrez dans le discours du vrai et du faux. On nous sort des études scientifiques qui ne sont pas faites par n'importe qui,
et qui permettent de penser qu'effectivement le virus est vraiment dangereux et que vraiment le vaccin est la solution pour empêcher les contaminations, etc., etc. Et donc voilà que quand on est animé par la peur du virus, mais évidemment que j'ai cru, moi, j'ai suivi, et que je crois toujours d'ailleurs, ces gens-là qui ont dit « le vaccin, c'est la solution, le virus est vraiment dangereux ». Vrai, faux? Faux. Ben, j'entends qu'il y a des gens qui disent que le virus n'est pas dangereux. Et ils viennent aussi avec des études. Ben, c'est pas possible. Et donc, évidemment que ces gens-là racontent n'importe quoi. Et puis ils disent que le vaccin est dangereux, je ne sais pas quoi, enfin tout ce qu'on a pu entendre. Mais c'est du grand n'importe quoi. Évidemment que tout ça, c'est des couillonnades. Ils viennent avec des études, mais je ne vais même pas lire ces études-là. Ça ne m'intéresse pas. Évidemment que... Et donc, ce qui est faux, c'est tout ce qui me renverrait potentiellement à mes peurs. Si j'écoutais ces gens-là, donc le vaccin ne marche pas, mais alors on fait quoi? Moi, je ne veux pas vivre dans la peur, je veux espérer. Et évidemment, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Ben, ce qui est bien pour moi, c'est tous ceux qui pensent comme moi, évidemment. Et ces gens-là, ce sont des gens sympas et tout ça, et ça c'est bien, et la solidarité, et donc il faut se faire vacciner. Enfin, et vous avez tout un discours moral qui se construit. Et qu'est-ce qui est mal? Ben, ce sont tous ces gens-là qui ne se font pas vacciner, qui sont des dangers publics évidemment, et à un point tel que, regardez, ça va loin, à un point tel qu'on en viendrait même à imaginer, et il y a des médecins qui ont introduit des demandes pour ce genre de choses, ces gens-là, qui sont mauvais, qui ne jouent pas le jeu de la solidarité, eh bien, il faudrait les exclure des hôpitaux. Mais c'est terrible d'en arriver, donc des médecins, en arriver à pouvoir penser parce qu'on est convaincu de la chose, et évidemment, ces gens ne méritent plus d'être soignés. Mais vous voyez dans quoi on est quand on est animé par la peur et par l'espoir. Et puis de l'autre côté, c'est pas mieux, parce que ici, donc, je viens de parler d'un premier camp, mais maintenant, regardez, et c'est à ça qu'on a assisté. Et maintenant, vous comprenez pourquoi, autour d'un repas, la dinde, on n'y est jamais arrivé à la manger. Parce qu'évidemment, on s'est étripé avant à coups de fourchette. Eh bien, c'est tout simplement que de l'autre côté, est-ce qu'il y avait une peur de l'autre côté? Évidemment, ils vont dire que non. Mais bien sûr qu'il y avait une peur. Peur de quoi? Ben, peur du vaccin. C'est quoi ce vaccin qui tombe comme ça après même pas une année de recherche? Mais enfin, c'est du grand n'importe quoi. Un vaccin, tout le monde sait bien que ça met au moins 10 ans pour être mis au point. Et là, ils vous sortent un machin, alors qu'on nous dit que le virus, c'est un nouveau virus, donc ils ne disent pas qu'ils l'ont préparé depuis 3 ans. C'est pas vrai. C'est un nouveau virus, donc évidemment, il faut trouver la parade. Et donc, c'est pas en 10 mois qu'on le fait. Donc, c'est pas possible. Ils nous racontent des cracks. Donc, j'ai peur, moi, de ce qu'ils veulent nous vacciner. Mais vous allez voir que bientôt, ils vont vouloir une vaccination obligatoire. Bon. Espoir. Ben, l'espoir, c'est qu'on échappe à ce truc-là. Quoi? Ben, le vaccin. Alors, du coup, ben, il doit y avoir d'autres solutions. Alors, les autres solutions, ben, c'est l'ivermectine, c'est l'hydroxychloroquine, c'est tout ce que vous voulez, la vitamine C, enfin n'importe quoi, mais pas le vaccin, par pitié. Alors, du coup, qu'est-ce qui devient vrai pour moi quand je suis animé par cette peur-là et cet espoir-là? Ben, c'est le même en miroir du premier, évidemment, du premier groupe. Ben, c'est tout simplement que je vais tenir pour vrai tous les discours qui me convainquent qu'effectivement le vaccin c'est vraiment une saloperie et que vraiment le virus, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Arrêtez avec ce truc, quoi. Évidemment que c'est ceux-là qui disent vrai pour moi. Et qui c'est qui dit faux dans l'affaire? Ben, c'est ceux qui tiennent le discours, ben, c'est l'autre camp, bien sûr. Hein. Qu'est-ce qui est bien pour moi? Ben, ce qui est bien, c'est tous ceux, même chose, hein, qui pensent comme moi. Et les mauvais, c'est qui? Ben, ce sont tous ceux qui sont à la solde de Big Pharma, c'est-à-dire ben, tous les autres, là. Hein, et hop, et ça y est. Et vous avez là comme ça 2 camps. Alors avec toutes les nuances que vous voulez. Ici, on est dans la caricature. Mais vous avez 2 camps qui sont animés par quoi? Alors, on aurait bien aimé que les gens soient animés par le souci de la vérité. Qu'on puisse débattre sereinement des études qui sortent pour voir au final ce qui est le plus probable ou le moins probable. Avoir un débat rationnel. Mais ce que vous comprenez dans tout ce que je vous raconte, c'est quoi? Eh bien, ce que vous comprenez, c'est que derrière l'apparence de débat rationnel, je viens avec des études, je peux vous les montrer. Ça a été publié dans telle revue. Derrière le discours qui effectivement prétend être vrai, en réalité, le moteur qui me pousse, c'est quoi? C'est tout simplement mes émotions. Quelles émotions? Mes peurs et mon désir de me rassurer. Et c'est pour ça que celui qui vient avec des idées différentes, je veux bien patienter 2 minutes, mais à la 3e, je l'étripe.
Et c'est pour ça que vous voyez qu'il n'y avait pas de débat possible, qu'il n'y a toujours pas de débat possible aujourd'hui, parce que vous avez toujours des gens qui sont dans les émotions. Maintenant, donc, à l'heure d'aujourd'hui, si vous suivez un peu l'affaire, c'est quoi les peurs? Dans les deux camps, c'est la peur de s'être peut-être trompé. Alors du coup, qu'est-ce que je fais quand je suis animé par la peur de m'être trompé? Parce que j'aurais l'air biais, moi, devant les autres. Donc je traduis, j'aurais l'air bête devant les autres. Parce qu'on est enregistré, donc là vous coupez. Comment? Donc c'est tout simplement que maintenant je vais passer mon temps à sortir des études, non pas pour savoir ce qui est vrai, mais pour essayer désespérément de confirmer que j'avais la bonne version. Et ce n'est pas les mêmes recherches. Je pars avec des a priori. Vous n'avez qu'à suivre un peu, vous verrez, donc sur Internet vous trouvez tout ça, donc vous allez voir dans les revues, etc., qui continuent à publier sur le sujet, et vous allez voir, ce sont des études qui sont là pour confirmer les opinions qui préexistaient dans un camp comme dans l'autre. Et on ne bouge toujours pas. Enfin bref, donc tout ça pour... Donc, prenez la guerre, enfin on peut prendre des exemples maintenant à l'infini, vous avez compris cette mécanique, avec l'exemple que nous avons tous vécu. Maintenant prenez la guerre, par exemple, Israël-Hamas. Impossible de s'entendre. Donc je ne vous parle pas de ce qui se passe sur le terrain, mais même ici en Belgique, vous avez des pro-Israël, vous avez des pro-Hamas, ou pro-palestiniens, parce que pro-Hamas c'est difficile, mais en tout cas pro-palestiniens. Eh bien, c'est terrible de voir qu'ils sont pris dans une vision du monde. Dans les guerres, c'est toujours ça d'ailleurs. Chacun est convaincu d'avoir la vérité. Et quand vous voyez l'affaire, oui, c'est vrai que c'est alimenté par des émotions, la peur d'être battu, la peur d'avoir tort, la peur de perdre son territoire, de perdre son pouvoir, de perdre du pognon. Et donc, du coup, on fait la guerre avec la conviction que les dieux sont avec nous et que... Mais l'autre, c'est la même chose. Les dieux sont aussi avec lui, il est aussi sûr d'avoir raison. Enfin, c'est incroyable. Et tant que vous êtes dans la peur et l'espoir de vaincre, d'écraser l'autre, de faire enfin triompher la justice, tout ce que vous voulez, il n'y a pas d'issue. C'est écrit d'avance. Il ne faut pas être un prophète ou un grand devin pour imaginer des trucs pareils. C'est de la mécanique. Et on l'a sous les yeux en plus. Donc il n'y a pas besoin de dire que Spinoza ou je ne sais pas qui, ce sont des génies. Ils ont vu ça de leur temps. On le voit aujourd'hui. C'est un problème vieux comme l'humanité, évidemment. Mais en attendant, pour revenir à notre sujet, donc, les mangeurs de vent, donc chez Cyrulnik, parce qu'il faut qu'on avance. Les mangeurs de vent, donc, ils sont animés par la peur parce qu'en eux, c'est vide. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Je ne sais pas. Est-ce que tu es heureux? Non, je suis malheureux. Pourquoi tu es malheureux? Je ne sais pas. Et puis voilà que j'entends quelqu'un qui explique pourquoi je suis malheureux. Nietzsche dit ça. Nietzsche dit « le problème, ce n'est pas de souffrir ». Donc il sait de quoi il parle quand il le dit, parce que lui, il a souffert. Mais il dit « le problème, donc ce n'est pas de souffrir, le problème, c'est qu'on ne sache pas pourquoi on souffre ». Et donc, quand on est malheureux, pensez à l'Allemagne des années 20, des années 30, après la guerre. Le pays est lessivé. Vous avez été humilié. Vous n'avez plus rien. Votre destin n'est plus entre vos mains. Vous êtes réduit à l'état d'esclave. Eh bien, comment voulez-vous, moi qui suis malheureux, que je ne réagisse pas positivement quand il y a quelqu'un là devant moi qui dit « je vais vous dire pourquoi vous êtes malheureux ». C'est parce que les Français, c'est parce que les Anglais, c'est parce que, en fait, ils nous ont humiliés. C'est eux les méchants. Et puis, c'est même pas eux les méchants en vérité. Je vais vous dire vraiment qui c'est parmi tous ces gens-là. C'est les Juifs. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et on est parti dans un délire. Eh bien, voilà que je commence à comprendre ma misère. Et voilà que comme ça donne du sens, ça me donne de l'espoir, parce que quand je sais maintenant à cause de qui je souffre, qu'est-ce que je peux imaginer, moi? Maintenant, je peux imaginer une solution. C'est quoi la solution? C'est de supprimer celui à cause de qui je souffre. Et voilà qu'on commence à suivre un délire, parce qu'en moi, il n'y a rien, et que cherchant du sens, je suis obligé de le chercher à l'extérieur de moi, et le cherchant à l'extérieur, eh bien, je prends celui qui a le discours qui me semble plus convaincant. Et le discours le plus convaincant, c'est lequel? C'est celui qui résonne avec mes peurs et mes espérances. Et voilà comment Cyrulnik dit, comment on fait des générations, comment on crée des masses d'individus qui sont prêts à faire n'importe quoi et à suivre n'importe qui. Donc quand nous sommes, voyez bien, donc si c'est vrai que c'est quelque chose qui est humain,
Donc ici, on parle des Allemands, de quelque chose qui est horrible. Alors on va dire, oui, mais c'est eux à l'époque, etc. Mais quand vous comprenez, avec tous les exemples que j'ai pris, que nous sommes tous potentiellement des esclaves, dans notre vie, nous pouvons être dépassés par les circonstances que nous traversons. Alors à un moment donné, eh bien, on cherche dehors une solution. Parce qu'en soi, on ne trouve rien, enfin. Eh bien, voilà qu'on commence à être quelqu'un qui peut éventuellement faire ce qu'on a fait dans les années 30. Et si vous interrogez les gens des années 30, donc c'est ça qui est terrible, hein, souvenez-vous, le bien, le mal, je suis convaincu que je fais le bien. Quand vous me dites, mais c'est dégueulasse ce que tu fais, non, il y a du sens, il y a une raison, et c'est bien de faire ce que je fais. Et je vais vous inventer une théorie pour justifier que c'est bien. Et la théorie, ce sera de dire quoi ? Ce sera de dire, mais l'autre, il est tellement mauvais, quoi. Et donc, quand tu vois tout ce qu'il a fait, mais donc c'est normal, on ne fait que se défendre, nous, dans l'affaire. Et je ne vois pas quoi ? Et je ne vois pas qu'en réalité, je ne fais que défendre mes peurs et mes espérances. Vous voyez, donc je fabule une histoire pour mieux cacher et pour mieux ne pas voir qu'en réalité, je ne fais que suivre la peur et l'espoir qui me motivent ici. Donc voilà ce que dit Cyrulnik sur les mangeurs de vent. C'est la version contemporaine des esclaves. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez prolonger cette réflexion, je vous suggère de vous rendre au prochain épisode pour la suite de cette réflexion et de cette conférence. J'espère que ce podcast vous a aidé à cheminer. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager ou à le commenter. Et si vous voulez plus d'infos sur mes activités, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Je mettrai tous les liens sous ce post. Ce podcast fait aussi partie d'une émission diffusée sur Radio Alma tous les deuxièmes mardis et derniers mardis du mois. J'en profite pour remercier David Martinez pour la réalisation de ce podcast. Pour rappel, je suis Sandrine Corbiot, j'adore faciliter les prises de conscience et le changement et je me réjouis de vous retrouver la prochaine fois. À bientôt!